Si je vous disais que vous n'aviez pas besoin de lire un pavé pour lire un chef-d'œuvre, si quelques pages seulement suffisaient à lire les plus grands auteurs, telle est la sélection que je vous propose aujourd'hui. En effet, grâce à cette liste du meilleur de la littérature en moins de 50 pages, plus besoin d'attendre le bon moment, des classiques brillants sont à portée de main et lisibles en 1 à 2 heures à peine. La littérature est à vous dès maintenant, n'attendez plus indéfiniment le bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, booster et partager la vidéo. Alors je sais bien, souvent ce n'est pas l'envie qui manque de lire des grands auteurs, mais il y a plusieurs problèmes qui se posent à nous et qui font que soit on ne se lance jamais, soit Voyage au bout de la nuit reste sur notre table de chevet pendant 3 ans. Le premier problème, c'est que parfois les classiques nous font peur, et donc on n'y va pas, on appréhende, on préfère rester dans notre zone de confort, parce qu'on a un espèce de complexe d'infériorité plus ou moins conscient qui nous empêche de nous lancer. Le deuxième problème, c'est que parfois, quand on pense aux classiques, on imagine des bons gros pavés, genre Les Misérables, Guerre et Paix, et donc c'est un peu intimidant. Et si c'est cumulé au premier problème, c'est une situation insoluble, donc encore une fois, on ne lit pas les classiques. Le troisième problème, c'est que parfois, le classique que l'on est en train de lire ne nous plaît pas. Mais on se refuse à se l'avouer parce qu'on se dit, c'est un classique, c'est un grand livre, le problème c'est moi, je vais finir par aimer, je dois aimer. Sauf que non, ce sont des livres qui sont eux aussi sortis à une époque comme des nouveautés, et on a le droit, au même titre que d'autres livres, de ne pas les aimer. Et dans ce cas-là, il suffit de changer. On en vient par déni ou par appréhension à toujours repousser la lecture, parce que vous savez, on attend le bon moment, la retraite, les vacances, chacun a un peu le sien, je pense que vous aussi vous avez probablement le vôtre, sauf que bon, on connaît la suite. Pour y remédier, je vous propose à présent une liste de chefs-d'œuvre qui sont très courts et qui vous permettront de nouer ou de renouer avec la littérature. J'ai divisé cette sélection en 3 catégories, chacune ayant ses propres avantages. La première catégorie est pour ceux qui aiment les romans mais qui ne les terminent jamais. Si vous êtes dans ce cas-là, les nouvelles sont vos amis. La nouvelle, c'est un condensé de talent et une bonne histoire en quelques pages seulement. À cause de sa brièveté, c'est un genre qui est très exigeant pour les auteurs, ils doivent garder l'attention du lecteur et le surprendre. Une nouvelle se doit d'aller à l'essentiel. En très peu de mots, elle dresse le portrait de ses personnages et dit ce qu'elle a à dire. À la différence d'un roman, elle n'est pas conçue pour qu'on y vive pendant des jours, mais pour produire un effet fort sur le lecteur. Donc, clairement, si vous avez du mal à rester concentré pendant longtemps ou à lire un peu tous les jours, c'est une excellente option. En plus, les meilleurs auteurs s'y sont essayés, donc il n'y a vraiment pas de raison de se priver. Je vous propose ici 4 chefs-d'œuvre, le premier étant Une rose pour Emily de William Faulkner. Cette nouvelle nous plonge dans une petite ville du sud des États-Unis au début du XXe siècle. Une vieille dame, Emily, vient de mourir. C'est l'occasion pour les habitants de se remémorer l'histoire de cette femme, telle qu'elle a été comprise et perçue de l'extérieur par les voisins. C'est aussi le moment d'enfin pénétrer dans cette mystérieuse maison et d'en découvrir son secret. Le lecteur devient lui aussi un habitant de cette petite ville sudiste, lui aussi épie, écoute les ragots, suit chaque étape de ce feuilleton, derrière lequel c'est en réalité le destin d'une femme qui est en jeu. C'est de la grande littérature, ça fait à peine quelques pages, c'est vendu dans un recueil à 3 €. D'ailleurs, les autres nouvelles sont aussi très bien. En plus, après, vous pourrez vous la péter en société en disant « Moi aussi, je lis William Faulkner », parce que c'est pas un objectif dans la vie. Si vous aussi vous avez connu ces voyages en voiture où tout le monde semble petit à petit perdre les pédales, dans cet espace confiné, les enfants essaient de s'occuper, le passager tente de calmer le conducteur qui lui-même essaie de rester concentré sur la route, cette nouvelle va vous rappeler ces pénibles souvenirs. Il s'agit de Flannery O'Connor avec Les braves gens ne courent pas les rues. Une famille composée du mari, sa femme, leurs 3 enfants et la grand-mère paternelle part en voiture pour un long trajet jusqu'en Floride où elle va passer ses vacances. Une bourde de la grand-mère va les amener à croiser le chemin d'un tueur en cavale, le Désaxé. Là encore, il est bien difficile de lâcher ce livre. Si la nouvelle commence comme le récit d'un voyage en voiture où toute la famille part dans des scènes d'hystérie qui sentent le vécu, elle bascule ensuite vers le fait divers inquiétant. Que va-t-il advenir de cette famille ? Le personnage de la grand-mère est ce qui fait tout le sel de cette nouvelle pleine d'humour et sans pitié pour les niaiseries. Flannery O'Connor y déploie tout son art et toute sa perspicacité sur le genre humain. Tout aussi prenante mais encore plus malsaine, je vous propose une nouvelle qui fait froid dans le dos avec Le chat noir d'Edgar Allan Poe. Le narrateur, qui parle à la première personne, nous raconte sa passion destructrice pour les animaux, et notamment un chat noir qu'il violente à l'extrême. Poussé par son obsession et sa folie,
le narrateur va sombrer dans la violence jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable. Comme souvent avec Poe, le texte nous plonge dans l'esprit dérangé du narrateur, dont les considérations laissent peu à peu la place à une intrigue qui procurera frissons et effroi. C'est du grand Poe, efficace, surprenant, perturbant, macabre, un délice. Une nouvelle française à présent est particulièrement importante, Le silence de la mer de Vercors. Publié sous l'Occupation, ce texte est le premier des éditions de Minuit. En effet, face à l'attitude de ses concitoyens et des dirigeants, Vercors décide d'arrêter de publier dans les médias traditionnels et fonde, avec son ami Pierre de Lescure, les éditions de Minuit que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est donc clandestinement que paraît en 1941 cette nouvelle, Le silence de la mer. Elle raconte l'histoire de deux Français, un homme et sa nièce, qui, sous l'Occupation, sont obligés de loger chez eux un officier allemand. Ceux-ci décident alors de ne pas lui adresser un seul mot de tout son séjour. Vercors met en scène des personnages qui font acte de résistance et qui vont tenter de garder leur dignité dans une situation intenable. Mais derrière ce silence et les paroles de l'officier allemand, bien des drames vont se jouer. Vercors donne à voir avec beaucoup de finesse les enjeux individuels de ces personnages pris dans une situation terrible. Je ne peux que vous inviter fortement à lire ce texte. On passe à présent à la deuxième catégorie. Les grands auteurs sont souvent aussi de grands penseurs. Ainsi, si vous voulez les lire mais que vous ne vous sentez pas de vous lancer dans une histoire, je vous conseille de lire leurs essais. Vous y trouverez l'expression d'une singularité de talent dans un texte qui prend parti. Parmi ceux qui ont observé le monde avec justesse, il y a Romain Gary, notamment dans sa lettre ouverte de 1968 dans Le Figaro, La lettre à l'éléphant. Dans ce texte, Romain Gary s'adresse à Monsieur l'éléphant afin d'y développer ce que l'on considérera ensuite comme une pensée écologiste. Dans cette lettre, Romain Gary se sert de l'éléphant comme de l'emblème même de ce qui est inutile, encombrant, anachronique, dans un monde qui est axé sur le profit et qui pour cela n'hésite pas à détruire l'environnement. Certes, protéger la nature peut paraître décalé et dérisoire, mais au contraire placer au-dessus des priorités commerciales quelque chose qui est plus grand que l'homme, c'est aussi lui permettre de ne pas se détruire. Car dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y ait non plus place pour l'homme. Romain Gary livre une réflexion perspicace et humaniste, écrite avec tout ce qui fait son style si reconnaissable. S'il y a bien un auteur dont je vous recommande particulièrement les essais, c'est Stefan Zweig, ou Stefan Zweig. Il est surtout connu pour ses courts romans comme Le joueur d'échecs ou 24 heures de la vie d'une femme, qui personnellement ne m'ont jamais parlé, mais ses essais sont aussi brillants. Il y déploie toute sa sensibilité, mais aussi un recul impressionnant sur son temps, et d'autant plus saisissant quand on pense que beaucoup de ses remarques s'appliquent aussi à notre époque. Je vous conseille Les pêcheurs du bord de Seine. Ce texte interroge le trop-plein que chacun peut ressentir face aux événements dramatiques de l'actualité mondiale. Comment comprendre l'indifférence égoïste qui semble parfois s'emparer de nous, alors que l'histoire se joue sous nos yeux? Ce tout petit essai est troublant et résonnera probablement en vous plus que vous ne le voudriez. Vous rêvez de lire Victor Hugo, mais Les Misérables, c'est trop pour vous, ou alors vous souhaitez simplement étendre votre connaissance de l'auteur. Dans les deux cas, je vous conseille ce tout petit texte, Guerre aux démolisseurs. Publié en 1832 dans la Revue des Deux Mondes, ce texte est la prise de position de Victor Hugo en défense de l'art médiéval, et notamment des monuments qui sont abandonnés ou détruits par les projets de l'urbanisme du XIXe siècle. Victor Hugo y montre l'importance de préserver ces monuments, mais il y ridiculise aussi sans pitié l'absurdité des arguments adverses. On y retrouve son génie, son style incroyable, au service de punchlines mémorables. Je me permets de vous lire un petit extrait. D'ailleurs, le Louvre, hors ce qui est de la Renaissance, le Louvre, voyez-vous, n'est pas beau. Il ne faut pas admirer et continuer comme si c'était de droit divin tous les monuments du XVIIe siècle, quoiqu'ils vaillent mieux que ceux du XVIIIe et surtout que ceux du XIXe, quel que soit leur bon air, quelle que soit leur grande mine, il en est des monuments de Louis XIV comme de ses enfants, il y en a beaucoup de bâtards. C'est un texte brillant, hilarant, après lequel vous ne pourrez plus regarder la Madeleine sans sourire. De plus, la conclusion est magistrale. Et pour finir, on en vient à la troisième catégorie. Si jamais vous voulez une bonne histoire, mais que vous avez besoin d'une forme particulièrement digeste, les pièces de théâtre sont votre meilleur allié. Oubliez Racine, Molière si vous avez été traumatisé à l'école. Le théâtre, ce sont certes ces œuvres-là, que personnellement j'aime beaucoup, surtout Corneille, mais ça peut aussi être très facile à lire et s'apparenter à regarder un film. C'est une histoire faite de dialogues et d'images frappantes, faite pour être lue ou vue en 2-3 heures maximum.
Alors, ce n'est pas une charade. Mon premier conseil est une pièce qui se lit à une vitesse ahurissante parce qu'elle est très courte et surtout parce qu'on veut savoir. Il s'agit de Soudain l'été dernier de Tennessee Williams. Le docteur Sucre, psychiatre spécialisé dans la lobotomie, est invité par une vieille dame riche à le rejoindre dans son jardin tropical. Elle souhaite qu'il examine sa nièce qu'elle accuse d'être devenue folle et de répéter à qui veut les entendre d'horribles mensonges au sujet de son cousin, le fils de la vieille dame, mort l'été précédent dans des circonstances troublantes. Comme la nièce, on étouffe dans ce jardin sublime et vénéneux où les plantes ne sont clairement pas les êtres les plus dangereux. La vérité peine à se faire entendre et les révélations sont implicites. Donc ne vous attendez pas à une histoire à la Agatha Christie, il s'agit ici de rapports de force et du véritable portrait d'un homme derrière les conventions et les complaisances. Ça se dévore, ça laisse un beau sentiment de malaise, bref, c'est de la littérature sudiste. On termine avec une pièce qui allie parfaitement un sens de la dramaturgie efficace avec un style simple, rebondissement, suspense, questionnement philosophique. Il s'agit de Camus avec Les Justes. Un groupe de révolutionnaires participe à des actions violentes afin que les enfants russes ne meurent plus de faim et de froid. La révolution doit passer par l'assassinat de l'oncle du tsar et l'un de nos personnages a pour mission de lancer une bombe dans le carrosse au moment de son passage. Camus pose ici la question de la violence. Les personnages débattent du bien fondé de cet assassinat et de la mort d'un être humain pour leur cause. D'un côté, la violence est nécessaire, parfois inévitable, et en même temps, elle est profondément injustifiable. Comment faire pour résoudre cette contradiction ? Camus, qui était fortement positionné contre la peine de mort parce que pour lui, la vie avait toujours un caractère sacré, pose ici avec brio cette question de la violence nécessaire. La pièce est haletante, déchirante et pousse sérieusement à méditer cette question essentielle. Voilà pour cette sélection des 10 chefs-d'œuvre qui font moins de 50 pages. Évidemment, ce ne sont que des exemples de ce qui existe dans ce monde merveilleux de la littérature. Ils ont l'avantage d'être très courts, accessibles et stimulants, ce qui est déjà pas mal. Mais comme ils reflètent forcément mes goûts, n'hésitez pas à donner votre liste, votre sélection en commentaire. D'ailleurs, si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez la booster, la liker et la partager par exemple sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Merci et à la prochaine! Zagargui dans ma tête.